Revenons à vous, Maximilien Frisch. Donc, écrivain littéraire, écrivain, éditeur. Alors, vous avez écrit, je le rappelle, Folle, un roman d'amour, aux éditions, ça y est, j'ai oublié, Sans escale. Mais alors, pourquoi vous n'avez pas édité chez vous? Un écrivain ne doit pas éditer dans sa maison d'édition, Je c'est m'étais dit pas... que j'étais pas assez vieux encore pour le faire, qu'il me fallait un tiers de confiance pour être crédible encore. Je finirais peut-être par le faire, mais là, voilà, j'ai un éditeur qui m'aime, Autant le garder. autant le garder. Voilà. Alors maintenant, parlons de votre roman, Folle. Donc, Marc Obregon. Oui, alors moi, Racontez-nous un peu alors moi, ce roman et pourquoi vous l'avez aimé au-delà de... Parce que Maximilien Frisch vous édite, évidemment. ce qui m'a frappé, évidemment, en premier lieu, c'est peut-être le Peut-être fait... vous raconter l'histoire. Alors l'histoire, c'est simple, c'est une histoire d'amour en fait. C'est une histoire d'amour et de mémoire. Donc c'est l'histoire d'un amour impossible, d'un amour de jeunesse, qui en fait est réécrit à travers les souvenirs du narrateur. Et en fait, moi, ce roman m'a fait. Alors c'est peut-être un héritage un peu pesant, mais ce roman m'a fait penser dès les premières pages à Rebatté. Est-ce que c'est une influence pour vous, des deux auteurs d'art? Parce qu'il y a cette vision, cette double vision de Lyon et de Paris qui rythme un peu le roman. Est-ce que c'est une influence réelle ou c'est juste un concours de circonstances? C'est qu'un concours de circonstances parce que je n'ai pas encore lu le roman, le grand roman du XXe siècle et les deux étendards dont tout le monde me dit il faut le lire. Déjà, Bon courage. Voilà, il faut y passer un bel été parce que c'est quand même un pavé. Effectivement, il y a Lyon, donc je comprends. Il y a Lyon vous et n'êtes pas Paris, le parce seul que- à me le parce que- dire. Hein. Voilà, et tant mieux si ça fait un écho à d'autres lectures. Non, ce roman était le roman que je devais écrire pour confirmer ce que je suis, pourquoi j'écris, en fait. Voilà. En fait, j'ai eu envie de prendre le risque de poser le point final, en fait. Pour un écrivain, poser le point final, c'est la possibilité de mourir, en fait. Et donc là, je me dis, si j'ai tout écrit, je peux mourir. Mais peut-être qu'à 50 ans, j'ai le droit de poser ce point final. Et je le dis, voilà, peut-être que j'écrirai plus rien d'autre. Je sais que c'est faux, je réécrirai. Mais en fait, j'aurais écrit l'essentiel. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans celui-là, comme dans le précédent, Un pot d'opérette, il y a aussi cette volonté, j'ai l'impression, d'en finir un peu avec l'adolescence et de montrer que l'adolescence peut survivre à l'âge adulte. Et finalement, il y a vraiment cette conscience très aiguë de ce qu'était votre jeunesse et de la faire revivre finalement à travers le romanesque. Le romanesque entendu vraiment comme une sorte d'adolescence amplifiée. Oui, alors, il y a trois parties dans ce roman. Et c'est effectivement, il y a l'enfance de l'art, ce moment où les jeunes gens nourrissent un amour épistolaire à 16 ans. Et puis après, il y a la partie du milieu qui représente toutes les impasses de l'âge adulte. L'âge adulte est un âge sans âme. L'âge adulte est un leurre. On se drape derrière un être social. Je suis chef de cabinet, je suis consultant senior. Vous vous rendez compte, je suis consultant senior aujourd'hui, ça me fait de belles jambes. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai toujours 16 ans et que tout ça est faux. Les hommes entre eux par le travail, vous avez tous vécu ça dans des soirées, là, dans les dîners. Alors, qu'est-ce que tu fais, toi, comme boulot? Ouais, c'est sympa, tout ça. En fait, on s'en fout. La vérité, c'est qu'on est toujours ces amoureux écorchés vifs. Et donc, voilà, c'est ça que j'ai voulu écrire dans le roman. Donc, la première partie, l'enfance de l'art. Deuxième partie, je ne sais même plus comment j'appelle ça, mais enfin toutes les impasses de la vie. Et la troisième partie, c'est comment on arrive à survivre à cette conscience que l'âge adulte est un leurre, comment on arrive à survivre à cette fidélité que l'on doit à sa jeunesse, quand même, dans cette Semper Fidelis. Et ce qui m'a aussi marqué dans ce roman, c'est la façon dont vous admettez peut-être que finalement la vraie histoire d'amour, en fait, ne peut être que littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, elle se fait réellement en se réécrivant constamment, en fait. À ce titre, elle peut être qu'une sorte de fantasme littéraire finalement. Ah bah totalement, c'est-à-dire que on arrive même à douter si c'est un amour réel ou pas. C'est un amour épistolaire entre deux jeunes gens, c'est-à-dire qu'ils s'écrivent des choses incroyables. Vous vous rendez compte quand même que la jeune fille écrit au jeune homme pour répondre à toutes ces déclarations quand même enflammées, elle pique les mots d'un autre écrivain, elle pique les mots de Cocteau issus de l'éclat de tête et elle lui écrit « Mon Dieu, acceptez-nous dans le royaume de vos énigmes, évitez à notre amour le contact du regard des hommes, mariez-nous dans le ciel. » Mais le garçon, ça le rend marteau pour la vie. Il est prédestiné pour la vie à être, comment dire, le chevalier pathétique de sa belle. Et donc toute sa vie est à cause d'une phrase d'un autre écrivain que cette fille lui a écrite. Et ils n'ont jamais été ensemble. C'est un amour chaste. Donc c'est pour ça que c'est très littéraire. Parce qu'un amour consommé, ça s'appelle un mariage. Et c'est pas
un roman, un mariage, c'est pas littéraire. Il faut que l'amour soit rendu impossible. Alors bien sûr, il y a la mort qui est toujours magnifique, mais là, ce qui rend impossible finalement cet amour, c'est que cet amour n'est né que par l'écrit, et donc il n'y a pas eu de rencontre des corps, et donc la rencontre des corps est rendue impossible parce qu'ils sont allés trop loin en écrit. Ça serait que déception, voilà. Et puis l'autre chose qui rend impossible cet amour, la consommation de cet amour, c'est bien sûr l'entrée dans l'âge adulte, surtout pour cette jeune fille qui a des études, voilà, a un CV à construire, etc. Et lui, il reste sur le quai finalement, Donc toute sa vie. Vous ne pensez pas qu'un mariage puisse faire un bon sujet littéraire alors? Il n'y a pas de mariage littéraire, selon vous? Ben, non, je ne crois pas. Je serais incapable d'écrire sur mes 26 ans de mariage. Je serais incapable d'écrire ça, je le vis. Rémi, Carlu. Oui, votre roman fait un petit peu écho à ce que vous disiez tout à l'heure sur votre envie d'écrire qui est liée à un amour de jeunesse ou une fille que vous aviez pu fréquenter. On a l'impression que c'est vous que vous avez essayé de décrire et de nous livrer avec cet ouvrage. Est-ce que c'est un ouvrage que vous avez eu longtemps en tête, que vous avez mis du temps à accoucher, qui était difficile à rédiger? Non, c'est le contraire en fait. C'est-à-dire que je me suis rendu compte au bout d'un moment que chaque ligne que j'avais posée était sous le regard d'une autre. Et donc là, je me suis dit, il faut que j'écrive ce roman. En fait, c'était même un ami, Gérald d'Angelvin, l'ami peintre qui a peint mes mains sur ce roman, en couverture de ses romans, et qui m'a dit, mais il faut que tu écrives cette histoire. Sachant qu'après, on fait littérature. C'est-à-dire qu'on fait du Frankenstein. J'ai pris des parties, même pas la même tête. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la littérature. Hein. J'ai transformé cette matière première en roman où tout est faux. Lyon, Paris. Voilà, j'ai collé des scènes les unes aux autres que j'ai vécues avec d'autres. Voilà.